Nous allons parler du fonds à impact, Mutuel Impact, avec une personne qui connaît bien le sujet, vous allez voir, puisqu'en fait, c'est Andreas Gall, qui est le DGD de Xange Ciparex, justement, qui est le gestionnaire de ce fonds à impact. Fonds à impact qui a été créé à l'initiative de la Fédération nationale de la mutualité française. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, puis présenter Ciparex et Xange, et après, on va parler du fonds à impact. D'accord. Bah, écoutez, en quelques mots, moi, je travaille chez Xange, qui est la marque innovation du groupe Ciparex. Le groupe Ciparex est un acteur du capital investissement qui pèse à peu près 3 milliards, un peu plus de 3 milliards sous gestion, dont une partie dans l'innovation. Et la particularité que nous avons dans l'innovation, c'est d'avoir fait depuis très longtemps des investissements à impact, depuis pratiquement un peu plus d'une dizaine d'années, ce qui a trouvé son rebond dans ce fonds Mutuel Impact. Ce fonds a été créé, enfin, quand est-ce qu'il a été créé, puis dans quel objectif? Alors, la mutualité française a souhaité monter ce fonds et fait un appel d'offres pour le monter fin 2019, début 2020. Nous l'avons levé entre mars 2020, qui est une période un peu particulière, puisque c'était les premiers confinements et le démarrage de la crise Covid. Ouais. Et on a fait le premier closing de ce fonds en novembre 2020 et fait un deuxième closing en 2022. Il est aujourd'hui de 95 millions d'euros sous gestion et regroupe 63 mutuelles. Donc, il a mobilisé l'intégralité de l'écosystème mutualiste pour le constituer. Dans ce fonds, il y a une verticale, on appelle ça une verticale, qui s'appelle sur la Silverico et Handitech. Donc, ça concerne. J'ai repéré Donc, déjà, pourquoi avoir sélectionné l'axe Silver Economy? Alors, on est dans un fonds impact dont l'objectif est finalement d'adresser des populations de bénéficiaires qui sont en souffrance. Donc, on avait identifié évidemment des populations en perte d'autonomie, dont la partie évidemment dépendance, très très tôt dans la stratégie d'investissement du fonds. Et on constate à la fois des fondamentaux qui sont malheureusement très très bons, puisque le vieillissement de la population accélère le besoin dans ce domaine-là. Et puis on constate aussi, et c'est plus positif, une accélération des technologies qui permettent de répondre à un certain nombre de besoins, et notamment au maintien domiciliaire, qui va être un des axes majeurs des prochaines années dans l'innovation dans le domaine de la dépendance. Quand on dit impact, fonds à impact, l'impact dans le champ de la démographie, vous le voyez comment? Vous le définissez comment, l'impact? Alors, l'impact, nous, derrière la terminologie d'impact, on met plusieurs choses. La première, c'est que quand on parle d'impact, on va vouloir mesurer et prévoir en anticipation et mesurer dans la durée la façon dont on change la vie de bénéficiaires, la façon dont on améliore cette vie, dont on les fait durer plus longtemps au domicile, par exemple. Dans le cas de la dépendance, on sait très bien qu'à partir du moment où les gens viennent en EHPAD, on est dans la fin d'un parcours, quoi, hein. Donc, quelque part, tout ce qu'on va mettre en œuvre, par exemple, dans le domaine de la dépendance, va viser à laisser au domicile les gens plus longtemps en bonne santé, dans des conditions de vie décentes, tout ça ayant pour objectif d'augmenter finalement leur fin de vie, leur durée de vie et la façon d'en profiter. Puis après, donc il y a cette logique d'accompagnement de mesure. Et puis après, il y a une logique qui est très intéressante et que moi je trouve particulièrement porteuse dans ce fonds Mutuel Impact, compte tenu des souscripteurs que l'on a, c'est de mobiliser des moyens de la vie du fonds pour essayer d'accélérer les entreprises et augmenter cet impact. Et là, quand on travaille avec 63 mutuelles, on a une capacité de comprendre comment eux voient le maintien domiciliaire, comment on peut rencontrer des objectifs qu'ils ont dans leur stratégie mutuelle à mutuelle, et de regarder comment on améliore la vie des adhérents de ces mutuelles. Donc, il y a une logique également d'accélération avec les mutuelles des entreprises que nous finançons. Lorsque vous repérez des projets, des dossiers, comment est-ce que vous faites pour mesurer s'il va y avoir vraiment un impact? Alors, on a toujours cette logique qui consiste à dire que le financement doit générer l'impact et que l'impact doit être complètement attaché au modèle de revenu de l'entreprise. En clair, plus l'entreprise fait du chiffre d'affaires, plus elle doit faire d'impact, ça doit être complètement corrélé. Reprenons un exemple, hein, Epoca qui fait du maintien domiciliaire à partir d'une plateforme et d'IoT. Plus elle a de clients,
plus elle va garder ses clients au domicile, plus on peut dire qu'elle a participé à maintenir ces populations au domicile. Et D'accord. on va ensuite aller mesurer, et c'est là où ça devient intéressant, on va se dire, mais qu'est-ce qui permet de dire que ces gens-là sont en meilleure santé? C'est l'identification des moments à risque sur lesquels on voit soit des problèmes de santé du type décompensation ou autre. Et là, on va mesurer en nombre d'hospitalisations évitées et du coup traumatisme évité et capacité à garder les gens dans des degrés de dépendance plus faibles en évitant la chute au domicile dans laquelle la personne reste immobilisée très longtemps et perd des degrés de dépendance à la suite de cet événement traumatisant. Donc, on va Ouais. systématiquement aller vers cette logique de mesure, quoi. C'est-à-dire que ceux qui proposent leur projet, j'imagine, on verra après, mais comment, si je viens avec un projet, je vous propose mon projet, mon entreprise, mon activité, j'ai intérêt à vous montrer dès le début que c'est un impact et comment je vais mesurer l'impact, j'imagine. Oui, et même pire que ça, vous avez intérêt à me montrer que vous avez une intentionnalité d'impact embarquée dans votre activité. Et comme on est des financiers, il faut que vous arriviez à me montrer que vous êtes à la fois en recherche d'impact et de performance financière. D'accord. Est-ce que c'est-à-dire qu'en fait, entre les deux, on peut rechercher moins d'objectifs financiers pour qu'il y ait plus d'impact ou il faut vraiment les deux? Il faut vraiment les deux et il faut vraiment que les deux s'enrichissent l'un l'autre. C'est-à-dire que le modèle de revenu de la boîte doit vraiment permettre à la fois de générer l'impact et puis de générer la performance financière. Et en clair, quand on regarde tout ce qui se passe en silver economy, il y a un certain nombre d'entreprises qu'on a regardées sur lesquelles les modèles économiques ne nous paraissaient pas acquis. On n'y est pas allé. Il y a un certain nombre de modèles qui visaient à faire de l'argent sur le dos des anciens. On n'y est pas allé. Il faut trouver vraiment le modèle dans lequel on a, et pour reprendre l'exemple d'Epoca, le modèle dans lequel on a une vraie confiance dans l'intentionnalité du dirigeant. Chez Epoca, la dirigeante est une médecin gériatre qui, confrontée au tsunami à l'hôpital des malades qu'elle arrivait mal à traiter, s'est dit comment je trouve du levier pour en traiter plus. On peut avoir, alors il y a Epoca, est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples d'entreprises dans le champ de la Silver Eco? Alors oui, je vais prendre un autre exemple qui me plaît beaucoup, qui est Colette, qui fait de la cohabitation intergénérationnelle. Et peut-être, je vais réexpliquer à travers Colette aussi où est-ce qu'on juge l'intentionnalité des fondateurs. En fait, sur Colette, le principe, c'est de permettre à une personne dont les enfants sont partis, qui se retrouve avec une chambre vide, de la louer à un jeune dans un schéma, dans un schéma de prix inférieur au prix du marché pour le jeune. Et en même temps, pour la personne qui détient l'appartement, ça lui fait une présence et un revenu complémentaire. En revanche, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que les gens de Colette trouvent ça particulièrement intéressant, mais trouvent aussi que d'avoir autant de personnes avec qui elles travaillent et de ne pas faire, puisque finalement leur objectif c'est de lutter contre l'isolement. Et ils ont donc créé un club Colette qui fait des activités, qui permet aux gens de se rencontrer et de sortir de cet isolement. Et donc ils ont une logique embarquée qui est, on procure un modèle économique à base de location, mais en même temps, on fait à côté toute une activité qui permet de sortir de l'isolement les personnes âgées. Même si, par exemple, dans ce cas, on n'a peut-être pas encore trouvé la clé pour développer le marché. Alors, ouais, c'est une excellente question. Parce qu'effectivement, vous arrivez sur un marché, il y a plusieurs acteurs. Hmm, Pour l'instant, il y a quoi? Il y a peut-être 10 000 couples qui sont réalisés, entre guillemets couples, hmm. ou 20 000, 10 000 à bien 20 000 couples en France. Peut-être qu'aucun n'a trouvé la clé et vous y allez quand même. Oui, alors on y va pour deux raisons. Le premier sujet, c'est que on voit bien que si on réussissait à craquer ce modèle, finalement, on apporte une brique qui a beaucoup de valeur. Et on disait ça quand on a investi il y a à peu près un an et un peu plus d'un an. Quand on voit aujourd'hui l'augmentation des prix de l'énergie, l'inflation, etc., on se dit qu'on n'a pas complètement tort d'essayer de craquer ce modèle. Le deuxième sujet, c'est que quand nous, on a regardé l'intégralité des offres du marché,
On s'est dit que l'équipe de Colette était celle qui avait si une équipe devait réussir, c'était celle-là. Et il y a une ou deux caractéristiques qui nous ont bien plu dans cette équipe, hein. J'ai détaillé cet attrait pour les personnes, les anciens, et finalement cette volonté de faire de la mixité d'âge qui permettent finalement de profiter les uns des autres, quoi, hein, de façon très, 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 très simple. Mais on a aussi dans l'équipe de l'expérience sur du partage de biens personnels. Alors, je vais citer l'entreprise, mais on a notamment une des fondatrices qui est une des anciennes de Blablacar, démarrage de Blablacar. Et pourquoi je fais ce parallèle, c'est que finalement, le principal rôle que doit jouer Colette, c'est le rôle de tiers de confiance qui permet à une personne âgée d'accepter dans son domicile une personne jeune dans une plateforme qui lui certifie que la personne en question, elle a été screenée, que on est dans une logique de tiers de confiance où on apporte de la sécurité à la personne qui veut ouvrir un bien personnel à quelqu'un d'extérieur. Et Blablacar, c'était exactement la même chose avec une pièce de voiture. Un sujet là, justement, j'ai plein de questions là. Ce sujet-là sur de la cohabitation intergénérationnelle, c'est un sujet que vous aviez détecté et ensuite vous avez regardé les acteurs, ou c'est un acteur qui est venu vous voir et après vous avez détecté la thématique? Alors, on est entre les deux à chaque fois, C'est hein. les deux. On est entre les deux. C'est-à-dire qu'on avait détecté des acteurs, on n'avait pas, on repère, enfin, pour donner un peu un exemple en termes de sourcing, on voit beaucoup d'opportunités, on stocke systématiquement tout ce qu'on voit et parfois ce qu'on a vu il y a un an ou 2 ans redevient d'actualité. Donc la cohabitation et Colette, on l'avait vu il y a déjà un an avant d'investir et quand on l'a revu, on s'est gratté la tête en se disant est-ce qu'on va vers ce sujet-là. euh, Après, on fait comme tout le monde, on regarde l'intégralité du marché à ce moment-là et on se dit qu'est-ce qui est intéressant et pourquoi on irait dans celui-là ou pas. Et il nous est arrivé d'ailleurs sur certains segments de regarder l'intégralité de l'offre du marché et de ne pas y aller, hein. Il y a un exemple, par exemple? Alors, c'est un peu traumatisant de donner un exemple de choses où on n'est pas Oh allé. non, non, mais un grand axe en fait. Non, mais il y a des grands axes. Enfin, pour donner un exemple, toutes ces IoT qui viennent au domicile ou qui viennent sous forme de bracelets D'accord. Ouais. permettent de suivre les personnes en situation de dépendance. On s'est aperçu que pratiquement toutes les entreprises faisaient des entreprises de petite taille, qui n'avaient jamais de démultiplication, et que finalement l'IoT n'était pas le cœur du système. Le cœur du système, et c'est pour ça qu'on est allé chez Epoca, c'est que finalement, le cœur du système, c'est d'avoir un service qui mélange la technologie et l'humain pour arriver à un service de qualité, quoi. Dans la Silver Eco, dans votre verticale, il y a aussi WinCare. Alors WinCare, c'est des lignes Alors, médicalisées. hmm, C'est plus, j'allais dire, c'est plus classique en fait. oui, oui. Alors, c'est une des originalités de la stratégie d'investissement de Mutual Impact. On fait à la fois des entreprises jeunes et innovantes, ce que nous, on appelle des entreprises native impact. Et puis, on fait également du co-investissement avec les autres activités de capital développement du groupe Ciparex sur des entreprises qu'on va inscrire, qu'on va pousser dans une logique de transformation positive. Donc, QueenCare, qui fait des matelas anti-escar, des matelas connectés, et sur lequel on a à la fois une logique d'adressage, hein, des mutuelles et notamment des établissements du livre 3 des mutuelles, hein, ces établissements gérés par les mutuelles sur lesquels ils sont très consommateurs de l'e-wincare, plus une logique de maintien domiciliaire avec le matelas connecté, plus une logique d'innovation demain. C'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à WinCare de pousser au maximum tout ce qu'ils ont fait sur la dimension inclusion, sur la dimension bilan carbone, et de s'inscrire dans une logique aussi probablement demain d'entreprise à mission, quoi, hein. Donc voilà, on a ces deux axes stratégiques, des entreprises plus matures. Et effectivement, WinCare est un exemple d'entreprise plus mature et on les inscrit dans une trajectoire. Et puis une entreprise plus native impact et sur lequel, pour le coup, elles sont nativement orientées vers créer de l'impact.
Le quatrième acteur que moi j'ai repéré, c'est Destia. Donc Destia, c'est les services à domicile. Oui. Les marges dans ce secteur-là sont plus faibles. La question est un peu directe, pourquoi est-ce qu'un fonds va dans ce secteur-là? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que Destia nous a paru être une des entreprises à même, dans ce segment-là, d'avoir une approche très efficace de ces activités. C'est celle qui a les plus forts taux de marge, en réalité, hein, du point de vue économique. Mais au-delà de ça, c'est une société sur laquelle il y avait une dynamique de croissance, avec notamment à la fois de la croissance interne et puis de la croissance par acquisition d'entreprises, et une capacité à mettre ces agences rachetées, notamment en région, à les mettre sur des degrés d'excellence systématiquement pour arriver à un niveau de qualité homogène à l'intérieur du groupe. Donc on s'est dit, et d'ailleurs l'histoire ne nous donne pas complètement tort, hein, on a une dynamique de croissance absolument gigantesque chez Destia, et l'entreprise se porte très bien. Et je pense que de toute façon, le maintien domiciliaire va ne faire qu'accroître sur les 30 prochaines années ce marché, quoi. Donc nous, on voulait absolument être dans cette dimension-là. Je rajoute un point qui m'a paru important aussi chez Destia. On a 15% d'activité sur des personnes en situation de handicap, qui est un peu un angle mort aujourd'hui d'un certain nombre de stratégies gouvernementales, et sur lequel on est assez content aussi d'accompagner cette partie-là, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous investissez aussi dans des secteurs où il y a des subventions, parce que le secteur service d'aide à domicile, ou même autre secteur, téléassistance, par exemple, il y a des crédits d'impôt, etc. Il n'y a pas le. Vous ne. Enfin, j'imagine, vous imaginez le risque de la suppression d'un crédit d'impôt, ou d'un crédit d'impôt qui sera raboté, puisqu'on n'arrivera pas à financer autant de personnes âgées? Alors, deux choses par rapport à ça, peut-être. Le premier sujet, c'est que on avait fait un peu de la panacée du traitement des personnes âgées, la création de lits en EHPAD, quoi, hein. On voit bien à la fois que c'est une panacée qui n'en est pas une, et on voit bien que la masse des personnes qu'il va falloir traiter ne fait que s'augmenter, et que elles n'ont pas toutes la capacité à la fois de payer l'EHPAD, voire d'y accéder. Donc en réalité, je pense que le maintien domiciliaire, il n'y a pas d'autre option, et que l'État ne peut pas faire autre chose que d'accompagner ce maintien domiciliaire. Donc moi, je ne vois pas du tout le risque d'une suppression de ce mode de fonctionnement, parce que le tsunami qui est en train d'arriver sur ces sujets-là, de toute façon, il faut l'accompagner, sinon on aura un problème social, quoi, et un problème intergénérationnel qui sera grave, quoi. Donc j'ai pas du tout ce type d'inquiétude par rapport à ces activités-là. Est-ce que vous recherchez d'autres projets? Dans quel thème? Quels sont les thèmes que vous recherchez, Alors, plairait, en euh, fait? sur la partie maintien domiciliaire, c'est un domaine qui est très très large, hein, et dans lequel on regarde encore des choses, hein. Alors, sans trahir de grands secrets, il y a un certain nombre de choses qui vont mélanger la data et un peu d'intelligence pour essayer de faire des choses intelligentes dans le repérage des personnes en fragilité. Il y a des versions plus digitales de l'accompagnement des personnes à leur domicile avec des auxiliaires de vie. Donc on regarde un certain nombre de sujets dans ce domaine-là. Et puis après, on a évidemment, nous, compte tenu des autres verticales du fonds, des domaines dans lesquels on regarde pas mal de choses, hein. Les mutuelles sont notamment intéressées particulièrement à la partie dentaire ou optique. Donc on regarde des choses dans ces environnements-là. Et puis on a également on a cet objectif de lutter contre les inégalités vis-à-vis de la santé. Donc on regarde pas mal de choses, notamment dans le domaine de la femtech, hein, les technologies pour les femmes, et l'amélioration de la prise en charge de la santé des femmes, quoi, hein, puisque on voit fréquemment que les femmes sont le récipiendaire de tout ce qui touche la santé de la famille, mais qu'elles sont les moins bien servies au sein du foyer, quoi. Le fait d'avoir fait, je pourrais avoir votre avis là-dessus, le fait d'avoir fait une verticale Silver Echo,
Mm. Est-ce que c'est pas un enfermement? Et plus loin, en fait, je vais prendre un exemple. Quand on lance une société, par exemple, qui propose des voyages pour les aidants et Mm. les aider. En fait, l'aidant et l'aider par ensemble, et enfin, sur le lieu de vacances, l'aider, enfin, il y a des services qui sont mis pour l'aider, et l'aidant, comme ça, il souffle un peu. Le risque, en fait, enfin, c'est ça que j'aimerais savoir votre avis. Le risque, en fait, rentrer dans la silver economy avec ce projet-là, c'est de voir en fait les prescripteurs que dans le cadre de la silver economy et de voir l'aidant qui voyage et ne pas voir le touriste qui devient aidant. Vous voyez ce que je veux dire? Et de Mm. penser que les prescripteurs soient les mutuelles alors que ça pourrait être les tours opérateurs. Vous ne pensez pas qu'il y a ce risque d'enfermement et- Oui, après, nous, enfin, l'avantage qu'on a dans la logique de Mutual Impact, c'est qu'on va faire une vingtaine d'entreprises en portfolio à la fin de la vie du fonds. Et du coup, et comme on a trois verticales, en réalité, on est quand même très ouvert aujourd'hui, quoi, hein. Après, peut-être le sujet majeur de tout dossier, c'est quand même la qualité des entrepreneurs, hein. Donc, finalement, j'allais presque dire, un bon entrepreneur, c'est sortir de tout enfermement. Un mauvais entrepreneur vous sortira jamais de rien, quoi, hein. Donc là où on est très précautionneux, c'est de choisir les entrepreneurs qui, à la fois, ont une intentionnalité par rapport à un sujet, mais qui, en même temps, ont une hauteur de vue, une capacité de le mener à bien, quoi, hein. Donc c'est un caractère, c'est une notoriété d'entrepreneur, c'est quoi? C'est le fait qu'il a déjà réussi dans d'autres entreprises? Non, la réussite dans d'autres entreprises, c'est plutôt rare d'abord, hein. Alors, on commence à en voir quelques-uns, mais on voit bien que aujourd'hui, les profils d'entrepreneurs qu'on voit sont des jeunes, des gens assez jeunes, avec une dimension digitale très embarquée et très native, et qui par ailleurs se saisissent d'un problème et le traitent de façon très méthodique en exécution pure et dure, quoi, hein. Enfin, pour redonner l'exemple des gens de Colette, hein, leur plateforme, c'est une plateforme technologique quand même. Leur mode de fonctionnement, c'est un mode d'exécution pur et dur, et ils sont très efficaces. D'accord. Une conclusion à l'émission ou un point que vous voulez rajouter? Non, bah alors peut-être une conclusion simple. Je trouve que le fonds Mutuel Impact, il a à la fois un caractère innovant par les investissements qu'il adresse, mais il a un caractère innovant par la structure de ce fonds avec la mutualité française en fer de lance et les mutuelles en souscripteurs, qui lui donne un positionnement très particulier dans l'écosystème français et que je trouve très valorisant. Et notamment parce que cette dimension accélération par les mutuelles et cette capacité d'échange permanente avec les mutuelles, ça donne à ce fonds une personnalité très particulière, quoi, hein. Donc, je trouve que c'est une initiative merveilleuse et que l'avoir monté pendant la crise Covid, bah, ça le rend on ne peut plus urgent, quoi. Donc voilà, bravo à eux et merci à eux parce que un vrai bénéfice pour à la fois les gestionnaires que nous sommes, mais aussi les entrepreneurs qu'on finance. Super, merci Andreas Legal. Je rappelle que vous êtes DGD de Xange, groupe Superex. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.